Une semaine après la coupe Loubatière, plus que mitigée, je peine à avoir de bonnes sensations aux échecs. J'ai perdu 140 Elo en rapide sur chess.com. Clairement, la confiance n'est plus là. Mais pas le temps de se morfondre, c'est la deuxième ronde de la Coupe de France. On avait gagné la première ronde face à Lille avec un score de 3,5 sur 4. Personnellement, j'avais fait match nul face à Eric Kenney avec les pièces noires dans une alapine retardée. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Ici, on va jouer contre Capelle la Grande. On s'attend à une très grosse équipe dont les joueurs ont un elo compris entre 2000 et 2100 feed. Et je demande à mon capitaine de me mettre où il veut. Clairement, je m'en fiche parce que j'avais eu les pièces blanches la dernière fois. Donc, que j'ai les pièces noires ou les pièces blanches, je m'en fous, il n'y a pas de souci. Et il me met à l'échiquier numéro 4. On arrive sur place et surprise, contrairement à mes coéquipiers qui vont tous jouer des joueurs dont l'elo est compris entre 2000 et 2100, moi j'affronte Ali Christian dont l'elo est un peu plus modeste, c'est-à-dire 1299. Christian a les pièces blanches et il ouvre avec le coup E4. Bon, face à ça, je fais la sicilienne, C5, je contrôle la case D4. Et ici, première surprise, Christian me joue D4. Il choisit donc le Gambit Mora. Alors face au Gambit Mora, on prend évidemment. S'il avait fait Dame prend, j'aurais fait cavalier C6, permet de me développer tout en gagnant un tempo sur la Dame. Mais ici, il me fait la ligne principale, il me joue le coup C3. Sur C3, je prends une nouvelle fois et il développe son cavalier en reprenant le pion. Alors si vous demandez quel est le principe de cette ouverture où on donne volontairement un pion avec les blancs, bah en fait, dans le Gambit Mora, ici, les blancs, ils misent tout sur le dynamisme de leurs pièces. En fait, ils vont avoir un développement très rapide à base de cavalier C3, comme on a vu, cavalier F3, fou C4, fou G5, etc. Et en fait, le dynamisme qu'ils vont avoir doit leur permettre de au moins récupérer leur pion de retard. Au mieux, ils auront une attaque foudroyante sur le roc du roi noir et ça va très bien se passer pour eux. Face au Gambit Mora, eh ben, je développe mon cavalier en C6. Alors pour la petite anecdote, ce cher Ali Christian n'a pas de chance parce que j'ai repris les bullets, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu de très mauvaises sensations en partie rapide sur Chess.com, donc j'ai décidé un peu de me vider la tête sur quelques bullets, et il s'avère que lors d'une session d'une dizaine de parties, jouée 3 jours avant, on m'a joué 3 fois le Gambit Mora. C'est improbable, hein, parce que c'est une ouverture complètement marginale, on me le joue très rarement, le Gambit Mora, mais du coup, j'ai pu revoir la théorie. Et comme je connais bien la théorie, ben, je me sens plutôt prêt pour cette partie, ce qui est bon signe. Alors sur ça, évidemment, mon adversaire développe son cavalier en F3, je joue A6 pour appuyer la poussée B5, il développe son fou en C4, je mure la diagonale du fou avec le coup E6, il fait petit roc, je fais B5, j'attaque le fou en C4, il recule son fou, et ici je joue cavalier A5 pour menacer de gagner la paire de fous. Évidemment mon adversaire ne veut pas me donner son fou, c'est pour ça qu'il le bouge en C2. Maintenant je développe mon fou sur la plus grande diagonale de l'échiquier. Et ici, mon adversaire développe sa dame en E2. Il laisse la place pour sa tour qu'il pourra mettre en D1. Sur ce coup, je développe mon cavalier en E7. Alors là, j'ai pas envie de le développer sur sa case naturelle parce que je me ferai repousser par E5. Donc là, je vais plutôt faire cavalier E7 pour préparer le développement sur la case G6. Comme ça, ce cavalier pourra jouer le rôle de protecteur du roc du roi noir. Ici, je m'attendais en fait soit à fou G5. Alors fou G5, je sais que c'est un des coups principaux. Sur fou G5, j'aurais joué H6 pour repousser le fou. Le fou serait sûrement revenu en H4, auquel cas j'aurais joué G5 pour le repousser une nouvelle fois, et après fou G3, j'aurais joué fou G7 pour développer mon deuxième fou sur la plus grande diagonale de l'échiquier, préparant ainsi le petit roc. Sinon, je sais que comme coup faisable, il y a aussi H4, on me l'a déjà joué plusieurs fois. En fait, l'idée, c'est que si je viens en G6 avec mon cavalier, ben, il peut tout de suite venir le repousser par la poussée H5, auquel cas le cavalier doit revenir.
Et s'il m'avait joué H4, en fait, j'aurais joué Dame C7. L'idée, elle est subtile. C'est que si je fais cavalier G6 et qu'il pousse le pion, bah en fait, maintenant, j'ai un marchepied pour mon cavalier parce que la dame vient protéger le cavalier. Et en fait, j'attaque la dame et en même temps, j'attaque le pion. Donc, c'est un petit plan comme ça, assez sympathique avec les noirs. Mais ici, mon adversaire ne joue pas fou G5 ou H4 auquel je m'attendais, il joue tour D1. Alors tour D1, coup très logique aussi, il met sa tour sur la colonne semi-ouverte D, et maintenant je joue cavalier G6. Bon voilà, le cavalier vient défendre mon futur petit roc, et maintenant mon adversaire joue A3. Alors A3, c'est la première fois de la partie où je me dis que mon adversaire joue un coup en deçà. En fait, comme j'ai dit, dans le Gambit Mora, les blancs doivent jouer très dynamique, et A3, ça va pas dans le sens du dynamisme, justement. Donc c'est pour ça que je suis très content de voir ce coup, je trouve ça très très mou, en fait. Maintenant, je joue fou E7, je termine mon développement. Alors j'avais hésité vite fait avec fou C5, mais après je me dis que fou E7, ça peut pas être un mauvais coup, dans tous les cas c'est solide. Donc, fou E7. Mon adversaire joue tour D3. Alors tour D3, pareil, je trouve ça un petit peu bizarre. Pour moi, il y avait surtout urgence à essayer de développer son fou C1. Mais après, je comprends l'idée. J'ai l'impression qu'il veut faire en fait une batterie sur la colonne D avec la dame et sa tour pour s'en prendre à mon pion D7. Et c'est pour ça que ici, je décide pas de faire le petit roc, ce que je voulais faire au départ. Ici, je joue Dame C7. En fait, l'idée de Dame C7, c'est que s'il joue Dame D1, bah en fait, je vais venir glisser ma tour en D8 pour venir protéger le pion. Et ça manque pas, mon adversaire joue Dame D1. Il fait donc une batterie sur la colonne D. Il menace de prendre mon pion D7. Et ici, bah, je m'apprêtais à jouer tour D8, comme j'avais prévu au départ. Et après, je réfléchis et je me dis, Julien, ce pion va être une faiblesse pendant très longtemps. Tu vas devoir maintenir ta tour à sa défense. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Et est-ce que tu pourrais pas pousser D6? Parce que si tu fais D6, bah maintenant le pion est protégé par le fou. Et maintenant ta tour du coup se retrouve libérée de la défense du pion D et tu pourras en faire autre chose. Par exemple faire une batterie sur la colonne C. Et donc je me dis, ah, c'est peut-être plus intéressant. Et donc je joue D6. On verra à l'analyse si c'était le meilleur coup ou non, ou s'il valait mieux faire tour D8 comme j'avais prévu au départ. Toujours est-il que sur ce coup mon adversaire fait cavalier E2. Alors cavalier E2, c'est encore un coup qui me surprend. Je me dis direct, ça c'est un mauvais coup. Retirer son cavalier, faire rentrer son cavalier à la maison, ça peut pas être un bon coup pour les blancs. J'analyse la position, et après 30 secondes, bah, je remarque que en fait, le pion E4 est maintenant en prise. Parce que le cavalier en fait défendait ce pion. Donc du coup, je commence à considérer la prise du pion E4. Et là, je calcule, et c'est le moment où j'ai le plus réfléchi de la partie, parce que je vois que sur fou prend E4, bah, il faut calculer en fait tour C3. Sur tour C3, en fait, je me retrouve avec ma dame d'attaquer et le fou d'attaquer. Donc c'est pour ça que j'ai bien pris mon temps pour calculer toutes les variantes ici. Et je vois que sur fou prend, tour C3, bah en fait je peux faire fou prend C2 intermédiaire. En fait, sur fou prend C2, j'attaque la dame. Et donc, on a tous les deux nos dames en prise. Donc, je commence à calculer fou prend, tour C3, fou prend. Et je calcule d'abord la simple reprise du fou avec dame C2. Et sur dame C2, en fait, je vois que je peux simplement mettre ma dame en D8. La dame en D8 me paraît bien placée. Elle garde un œil sur le cavalier. En même temps, ben, elle est protégée maintenant. Donc ça me paraît être un bon coup. Dans cette position, j'aurai 2 pions d'avance. J'ai échangé en plus son puissant fou, alors contre aussi mon puissant fou, mais surtout, j'ai éteint le feu adverse. Parce que rappelez-vous, dans le Gambit Mora, l'objectif pour les noirs, c'est de calmer le dynamisme des blancs. Et là, je l'aurais fait, parce que ce puissant fou, je l'ai échangé. Donc ça me paraît bien. Mais après, je calcule aussi d'autres variantes. Sur fou prend, tour C3, fou prend, je me dis qu'est-ce qui se passe s'il rentre dans tour prend C7. Et sur tour prend C7, forcément, je calcule fou prend D1, auquel cas on a en quelque sorte échangé les dames. Et sur ça, il a son cavalier en prise, il doit le bouger. Et donc, je commence à calculer cavalier D4.
il peut pas vraiment jouer cavalier C3 parce que la tour manquerait cruellement de cases. Et s'il fait cavalier D4, en fait, je commence à calculer que j'ai roi D8. Roi D8 vient contre-attaquer en fait la tour C7 et la tour en fait n'a plus de cases sur la 7ème rangée. La tour doit donc repartir et après moi j'ai fou prend F3. Auquel cas j'aurais abîmé son roc et j'aurais échangé énormément de pièces. J'ai 2 pions de plus donc je me dis que ça c'est une position qui a l'air clairement gagnante pour les noirs. Donc après avoir longtemps réfléchi, je vois que toutes les variantes sont bonnes pour les noirs après fou prend E4, donc je pars pour fou prend E4. Et là-dessus, comme prévu, il joue tour C3. Je fais, comme calculé, fou prend C2, et ici il opte pour dame prend C2, c'était le coup le plus logique, et je recule ma dame en D8. Alors là, je suis très content dans cette position parce que j'ai 2 pions de plus. Je vais pouvoir rapidement faire le petit roc. Les blancs n'ont pas vraiment de dynamisme parce qu'on a échangé les fous de case blanche. Donc là, tout va bien pour moi. Il décide de remettre sa dame en D1. Alors pareil, dame D1, ça me paraît mou comme coup, c'est-à-dire il rebouge une énième fois sa dame. Pour moi, une fois de plus, il y avait plus urgence à essayer de trouver un développement pour ce fou, par exemple en E3. Alors E3, c'est peut-être pas la case la plus dynamique qu'on ait vue pour ce fou de case noire, mais au moins ça a le mérite de le développer. Parce que là, depuis tout à l'heure, ce fou n'est pas développé, quoi. Mais bon, là-dessus je fais petit roc, enfin je mets mon roi à l'abri. Là j'ai l'impression d'avoir sécurisé mes 2 pions de plus en fait, je suis très très bien dans cette position. Il fait tour D3, donc ça c'est un coup que j'avais vu en fait, hein. J'avais vu qu'en faisant dame D1 en fait il préparait la venue de la tour en D3 pour venir taper sur le pion. Mais là je me dis, il n'y a pas de souci, en fait le pion il est tenu par mon fou. Mais après coup je me dis, ok Julien, ce pion... il va falloir que tu le protèges d'une autre manière parce que ce fou, tu veux sûrement le mettre ailleurs, par exemple en F6. Donc je me dis, est-ce que j'ai le droit de pousser le pion? Et là, la réponse est oui, parce que j'ai plus le fou de case blanche. Si j'avais eu encore le fou en B7, ça aurait été embêtant parce que en fait le fou aurait tapé sur mon pion D5. Mais maintenant que j'ai plus le fou de case blanche, j'ai le droit de mettre mes pions sur blanc parce que je n'entrave plus un potentiel fou de case blanche. Donc, pourquoi pas, là j'opte pour le coup D5. Maintenant, il décide enfin de développer son fou en E3. Et je mets mon fou en F6. Alors, ici j'avais tout de suite considéré cavalier en C3. Cavalier en C3 en fait permet d'attaquer le fou et en même temps attaquer le pion. Mais ici j'avais vu fou D4, et sur fou D4, j'avais aussi calculé la poussée E5. En fait la poussée E5, je me suis dit ok, j'attaque une nouvelle fois le fou, et ici j'avais vu que pour tout maintenir en vie, il devait jouer fou C3, et sur fou C3 j'avais considéré la poussée D4, qui vient attaquer le fou. Mais après coup je me suis dit, Julien, est-ce que ça a un quelconque intérêt de complexifier comme ça la position, avec ma poussée D4 ? En fait, oui j'attaque le fou, mais en réalité je l'attaque pas parce que y a toujours la tour sur la colonne D, et à aucun moment je peux prendre le fou parce que ma dame est en prise. Alors pour vous montrer, hein, j'avais vu fou, cavalier ici, fou là, pion, fou, D4. Ça j'ai considéré comme position et je me suis dit, à quoi ça sert de complexifier comme ça la position, Julien? T'as 2 pions de plus, joue plus simple. Sachez quand même que mon mantra pour cette partie, c'est quand même de jouer rapidement des bons coups et non pas le meilleur coup, parce que j'ai eu énormément de problèmes de temps lors de la coupe loubatière, et donc je réfléchis efficacité sur cette partie. Donc je décide de ne pas partir là-dessus. J'ai calculé vite fait et je me dis non. Là je me dis sur cavalier C4, le problème c'est fou D4, donc je me dis ok. Et si on plaçait plutôt d'abord le fou en F6 et ensuite je joue cavalier C4. Donc je fais fou F6 et là-dessus il décide de protéger le pion qui était en prise avec tour B1. Je suis bien content. Et maintenant je joue dame D6. Je me dis de toute façon ma dame je vais devoir la développer. Mais à peine j'ai joué dame D6, je me dis oh Julien, ça y est tu recommences. T'as une avance de 2 pions, une avance confortable, et évidemment t'es obligé de jouer un mauvais coup.
En fait, sur Dame D6, je remarque que je l'ai joué sans avoir trop calculé et je vois surtout des signaux faibles ici. C'est que vous avez un alignement bizarre de la Dame et de la Tour et je me dis, ah mais lui il peut faire fou des deux et ça manque pas. Là, il a quasiment blitzé le coup fou des deux. Fou des deux, attaque déjà le cavalier et menace fou B4 qui va prendre en enfilade la Dame et la Tour. Donc là-dessus, je suis obligé de rebouger la Dame. C'est pour ça que je décide de la remettre en B6 pour protéger le cavalier. Et là, pareil, j'avais vu arriver sa batterie avec la Dame. En fait, il menace de gagner le cavalier. Et c'est pour ça que je décide de placer le cavalier en C4. Alors ici, mon objectif, c'est clairement d'échanger des pièces. Si j'arrive à prendre le fou, je le fais. Je serais bien content d'avoir le fou adverse. Mais évidemment, il joue fou C3. Alors sur fou C3, je commence à considérer la simple prise. Et puis, je me dis, ok Julien, on joue cavalier E5, ça permet d'échanger pas mal de pièces. Surtout, je me dis, ok, il n'y a plus trop de danger sur mon roi, donc ce cavalier maintenant est inactif. Donc pourquoi pas l'échanger contre le cavalier adverse. Et mon adversaire décide de l'échanger, ça me va très bien. Je fais fou prend. Et là-dessus, il décide d'échanger les fous. Pareil, ça me va très bien. Je reprends du cavalier. Actuellement, j'attaque la tour. Et il décide de mettre sa tour en G3. À ce moment-là, je me dis, ok, la tour en G3, elle peut menacer des choses sur le pion G7 plus tard s'il arrive à mettre, je ne sais pas, par exemple, la dame ici en C3, qui permet de faire des menaces de mat. Donc je me dis, ok, allez, on va jouer safe. Je remets le cavalier en G6, ça vient bétonner mon roc. Et maintenant, mon adversaire développe la dame en D2. Je mets ma tour sur la colonne ouverte, coup très logique. Là, pour l'instant, j'ai des coups très faciles, hein, et surtout, j'ai 2 pions de plus, donc je suis très bien dans la position. Il fait H3, il fait une case de sortie pour son roi. Je joue tour C4. Alors, avec tour C4, je m'étais imaginé, en fait, je voulais surtout lui interdire cavalier F4 ici. Parce que cavalier F4, ça m'avait l'air un peu embêtant, donc je suis très content. Et en même temps, je me dis, est-ce que j'aurais pas des tours en E4 un peu plus tard dans la partie? Je ne sais pas. Bon. Il décide de jouer B3. Et sur B3, je réfléchis vite fait à tour E4. Mais après avoir vu tour E4, je me dis, ok, la tour, est-ce qu'elle est pas un peu bizarre ici? Et la réponse... c'est oui, la tour ici elle est très bizarre, donc c'est pour ça que je joue safe. Je décide de remettre la tour en C7. À la place, je vais juste faire un plan très simple où je double les tours sur la colonne C. Maintenant il fait cavalier F4, cavalier F4 vient attaquer mon cavalier en G6, hein, le cavalier protecteur de mon roc. Alors ici je me dis, est-ce que j'ai intérêt à prendre? Et après dame prend, je me dis que là soudainement il a du jeu sur mon roi, donc je vois pas d'intérêt à le faire. À la place, je décide de jouer actif en doublant les tours sur la colonne C. Il fait cavalier prend, je fais H prend G6, et maintenant il met sa dame en F4. Alors là, pour la petite anecdote, c'est le moment où je vois des fantômes. On en est à peu près à 3 heures et quelques de jeu. À ce moment-là, parce qu'on a joué quand même plutôt lentement. J'ai de l'avance au temps quand même. Mais ici, je vois des fantômes, parce que je me dis, ah purée, dame F4, il menace de prendre le pion F7. Sauf que, bah là, vous comprenez, c'est n'importe quoi ce que je dis en fait, parce que il a pas de batterie sur le pion F7. Dans ma tête, en fait, il avait mis en batterie la tour et la dame sur le pion F7. Et donc, dans ma tête, en fait, il m'empêchait de jouer tour C2. Et c'est pour ça que, bah là c'était mon coup candidat à la base, jouer tour C2, et je ne le joue pas parce que je m'imagine qu'il peut prendre le pion F7. Bizarre, mais bon, après 3 heures de jeu, j'ai encore du mal à tenir la cadence. À la place, je joue dame C5, et après dame C5, alors mine de rien j'attaque le pion quand même, après dame C5, il joue H4. Alors là, je commence à considérer la prise du pion et je me dis... Julien, sois pas trop greedy, t'as déjà 2 pions d'avance, donc les pions on s'en fiche un peu. Essaie de créer plutôt des menaces concrètes. À la place, je joue dame C2. Dame C2 en fait menace la tour B1.
Évidemment, il bouge sa tour, et je me dis, Julien, il faut que tu éteignes le feu adverse. Ici, dans cette position, prendre les pions, on s'en fiche, nous ce qu'on veut, c'est échanger des pièces, et c'est pour ça que je propose un échange de pièces avec tour C3. En fait, je propose l'échange des tours. Évidemment, mon adversaire, comme il a 2 pions de retard, il doit tout miser sur le dynamisme, c'est pour ça qu'il refuse l'échange, il joue à la place tour G4, et maintenant je me dis, ok, je pourrais prendre le pion, mais toujours on s'en fiche des pions, là il faut juste échanger des pièces, et c'est pour ça que je joue dame F5. Dame F5, je propose l'échange de dame. Même si ça permet à mon adversaire de déformer ma structure de pion, si j'arrive à échanger les dames, la finale clairement elle est gagnante pour moi. Ici il échange les dames, il fait dame prend F5, donc je fais G prend F5, et maintenant il fait tour G5. Alors sur tour G5, moi, je prends le pion parce que là, clairement, je ne vois plus de menaces concrètes venant de sa part. Donc là, maintenant, j'encaisse les pions. Et là, comme il avait le pion A3 d'attaquer, il revient le protéger. Là, je suis très très content, hein, évidemment. Je joue tour C4. Tour C4, j'attaque le pion H4. Il le pousse. Et maintenant, je me dis, bon ok Julien, faut encore une dernière fois éteindre le feu adverse pour être sûr de laisser aucun contre-jeu à ton adversaire. Et c'est pour ça que ici, je joue roi H2. Je lui retire les idées à base de H6 où le pion serait cloué, il pourrait le gagner, etc. Avec roi H2, là, s'il pousse H6, ben tout simplement, je peux faire pion prend ou roi prend, peu importe. Et là, maintenant, il a plus de jeu sur mon roi. Là-dessus, il décide de faire F3. Et je joue roi H6. Roi H6, j'attaque le pion, j'attaque la tour. Comme la tour est attaquée, il la recule en G3. Et maintenant, je joue tour B2. Alors évidemment, je pourrais prendre le pion, mais là, pareil, j'aurais l'impression de donner un peu de jeu à mon adversaire. Il aurait du tour échec. Sur tour échec, je sais pas, j'aurais dû peut-être revenir avec mon roi et peut-être qu'il peut essayer de mitrailler d'échecs. Donc clairement ça n'en vaut pas la peine, là je vois pas l'intérêt, ce pion je peux le prendre quand je veux, il va pas s'échapper. Donc c'est pour ça que là il n'y a pas urgence. Pour l'instant je joue tour B2. Alors l'idée en fait c'est juste de couper le roi. Je me dis, j'essaie de jouer prophylactique. Je me dis en fait son roi, son objectif c'est sûrement de l'activer, surtout de le faire rentrer. Et avec tour B2, ben, j'empêche en fait l'activation du roi. Là-dessus il décide de jouer tour H3, bon tour H3 son objectif j'imagine c'est peut-être de préparer la poussée G4 ou tout simplement de protéger le pion H5. Et là je décide d'envoyer le pion D4. Alors là jeu très simple, je me rappelle de cette parole de Aaron Nimzowitsch. Les pions passés doivent être poussés. Alors c'est très cliché mais ben, c'est vrai, hein. Ici j'ai un plan très simple où je vais pousser le pion D. On est en finale, c'est l'objectif, on y va. Là-dessus, il remet sa tour en H1. Je repousse le pion en D3. Il décide de mettre son roi en H2. Je pousse le pion en D2. Il met son roi en G3. Je joue tour C2. Alors mon objectif après tour C2, c'était juste de jouer tour C1. Alors pour l'anecdote, après tour C2... si je m'imaginais en fait que en jouant tour C1, ben je gagnais une de ces tours, sauf qu'en fait pas du tout. En fait si vous poussez le calcul, ici en fait il peut juste jouer un tour comme un coup comme tour AD1. Et en fait si je joue effectivement tour C1, ben en fait il est pas obligé de prendre, il peut laisser comme ça et à la place il peut juste ramener son roi. Par exemple après roi F2, ben il va pouvoir ramener son roi et essayer de gagner le pion. Donc en fait ici je pensais être vraiment gagner une tour et en fait non. Mais dans tous les cas la finale est quand même gagnante, hein. Ici je pouvais tout simplement essayer de me créer un nouveau pion passé en faisant A5 puis B4. Auquel cas il aurait dû faire pion prend et s'il avait poussé j'aurais juste poussé l'autre pion. Et ça aurait été imparable, il aurait rien pu faire. Ici la position était totalement perdante pour lui. Mais tout ça pour dire que sur tour C2, mon adversaire abandonne et je gagne cette partie. Celle-ci elle fait très plaisir parce que rappelez-vous que j'étais vraiment ravagé après la coupe Loubatière et là j'ai l'impression d'avoir fait une partie très solide, vraiment, à part l'erreur dame D6 que je regrettais un peu parce que signaux faibles avec la diagonale où j'ai la tour et la dame d'alignée. Franchement j'ai l'impression d'avoir très bien joué. Aussi j'étais bien préparé sur le Gambit Mora donc forcément ça aide. Mais dans tous les cas cette partie fait plaisir.
Le bilan de partie, mon adversaire a joué à 86,8% de précision, 92,1 pour moi. Un elo estimé à 1100 pour lui, 1900 pour moi. Alors on démarre le bilan. Fou prend excellent. Voilà. Et c'est ici que le bilan s'arrête. Comme vous voyez, il n'y a pas eu de réelle erreur de la part des deux joueurs, sauf seulement des imprécisions en fait. 6 imprécisions pour lui, 1 pour moi. Moi, le seul coup que je regrettais, c'était Dame D6. Dame D6, clairement, c'était mauvais parce que signal faible en fait. Hein. Donc on va revenir un peu. Je crois que c'est ici. Ah, Dame D6, il dit que c'était bon. Ok. Ici, j'aurais plutôt dû jouer, ouais, cavalier C4. Bah oui. Plus simple, plus logique. Et donc moi, mon imprécision, elle était où? Alors attendez, faut que je trouve mon imprécision. Ah, c'est là, c'est D6. D6, ok. Je pensais être tranquille avec la protection de ce pion, mais il aime pas. Donc j'imagine que le coup, c'est tour D8 du coup. Ah non, tour C8. D'accord, tour C8. Bah c'est vrai qu'actuellement, il peut pas le prendre, hein, parce qu'il y a le roi qui protège toujours. Mais il fait tour C8, d'accord. Et du coup, après, H4, ok, H5, pour bloquer le pion. Prise, prise, prise. Ouais, ok, bon. Assez ordinatoresque, comme on dit. J'espère que vous avez aimé l'analyse de cette partie. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Likez, abonnez-vous si c'est pas encore fait. La semaine prochaine, vous aurez la dernière partie de la biographie de Bobby Fischer. Ça m'a demandé énormément de temps, donc j'espère que vous allez la regarder et que vous allez la liker. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Body as well as mind. It's pretty tough here. There's a lot of tension.